Allez, c'est parti, 5e dossier de cette conférence numéro 3 de pneumologie. Grosse conférence quand même, je trouve. Un homme de 64 ans adressé à la consultation de pneumo par son médecin traitant pour le bilan d'une dyspnée. Bon. Il tousse depuis 2 mois, sans autres symptômes. Donc là, on est dans un tout chronique. Dyspnée tout chronique. 64 ans, asthme, pas bien. RGO, pourquoi pas. Attention, il faudra avoir une radio. D'ailleurs, il vient avec la radio. Ok, donc ça, à voir. Hein. Et donc, pas antécédent, tabac 38 paquets années, tabac tout chronique, cancer, tabac, dyspnée, dyspnée d'effort, IRCO. Quand même. Hein. Dyspnée d'effort pour aller faire ses courses, ça nous fait une dyspnée stade 2 de la NYHA. Il fait 3 bronchites par hiver et la dernière a été cognée, il a cru étouffer une nuit. Donc là, ça sent quand même clairement l'IRCO à plein nez. Alors, qu'est-ce qu'on va nous demander? Quel diagnostic faut-il évoquer? Et quel diagnostic faut évoquer? Rappelez-en la définition. Je crois qu'il faut parler de BPCO post-tabagique, hein, je viens de vous le dire. Et donc la BPCO, ça répond à une définition simple. C'est des bronchites chroniques plus un TVO non réversible. C'est très très important. Et ça veut dire que l'examen diagnostique clé, c'est les EFR avec test de réversibilité. Message clair. L'asthme, c'est de la dyspnée paroxystique à examen clinique normal avec un TVO réversible ou des EFR normales avec une hyperréactivité bronchique à la métacholine. Alors que la BPCO, c'est un fumeur qui a une dyspnée qui se chronicise, un examen clinique qui n'est pas normal et qui a des bronchites chroniques comme symptômes, ce dont on parle, et un TVO non réversible aux EFR. La réversibilité, je vous le rappelle, plus de 200 ml, définition majeure qui va tomber dans les années qui viennent, et, c'est sur le VMS, hein, entre le pré et le post-bêta 2, plus de 200 ml et plus 13%, 12% pardon, de la valeur théorique. Boum, boum. Très très bon. Allez. Ça, c'est pour vous rappeler la définition de la réversibilité. Vous avez un patient qui a un VMS sur CV à 63, donc qui a bien un TVO. Ça, c'est le pourcentage rapporté à la théorique, on s'en fout. Hein, c'est un rapport de 0,63, soit 63%. Il a un VMS à 58% de sa valeur théorique. Et ce VMS, quand vous faites des post-bêta 2, il passe à 2 litres 0,1, soit 63% de la théorique. Et ça, il ne faut quand même pas être con pour voir que ça fait 160 ml et 5%. Ou une variation de 9%, excusez-moi. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça. Mais bon, on n'est pas au chiffre des 12% et on n'est pas à nos 200 ml. Hein. Je savais bien que je voulais vous rappeler la définition de ce truc-là. Décrivez votre examen clinique. Bon, qu'est-ce qu'on attend chez un patient BPCO? Eh ben, d'avoir des signes directs de maladie et d'emblée des signes évocateurs de toutes les complications de la maladie. Donc, de la polypnée, des signes d'insuffisance cardiaque droite, une distension clinique. Hein, c'est des patients qui ont des vrais thorax en tonneau, hein, comme on les décrit en antéro-postérieur. C'est très net, hein, avec un thorax, quand on voit par rapport à l'abdomen qui est très nettement augmenté de volume pour les patients maigres. Poids, taille, BMI, ça recherche des complications. Quand on est obèse, ça peut ouvrir sur certaines maladies qu'on a vues en début de conf. Quand on est maigre, on sait que c'est un critère de gravité. La respiration à lèvres pincées qui sert en fait à se faire de l'autopep. Hein. Le but, c'est de limiter le temps, d'augmenter le temps expiratoire pour mieux vidanger le poumon.
L'auscultation du bronchospasme des bronchies, bah ça va avec la composante, on va dire, bronchique de la maladie. Puis quand il y a des lésions d'emphysème, bah, plus il y a de trous dans le gruyère, moins il y a de gruyère, et donc moins on entend de murmures vésiculaires par rapport à un poumon qui serait plus dense, un peu à l'image d'un pneumothorax, hein, c'est pas illogique. Les complications, c'est quoi ce qu'on recherche? Bah, c'est d'emblée des complications du tabagisme ou un cancer. Il faut rechercher s'il y a des ganglions, chercher s'il y a une altération d'état général, des douleurs thoraciques, des anomalies métastatiques, l'hypocratisme digital qui peut s'intégrer dans cette ambiance cancéreuse. Et puis, bah voilà, il faut rechercher de la maladie athéromateuse, des signes d'insuffisance cardiaque gauche, des signes d'hypoperfusion des membres, d'ischémie, des pouls absents, bref, de l'artérite, quoi. Quel bilan prévoyez-vous? L'axe, il est diagnostic et complications. Et la réponse attendue, c'est une réponse qui va dire bah, je propose des EFR avec un test de réversibilité, c'est logique. Une radiographie de thorax, attention, il n'y a pas d'indication à réaliser un scanner thoracique dans le bilan initial d'une BPCO. Sauf si la radio est anormale. Mais c'est un bilan de radio anormal, c'est pas un bilan de BPCO. Il faut vraiment bien comprendre les choses. Le bilan du retentissement, bah, des trucs fondamentaux, ECG, échographie cardiaque, dépistage de l'HTAP hypoxique. NFS, dépistage de la polyglobulie hypoxique. Polygraphie en cas de point d'appel. Dépistage d'une seconde cause d'hypoxie chronique. Donc vous voyez bien que dans ces trois examens, on a hypoxie, hypoxie, hypoxie. On va retrouver nos indications d'oxygénothérapie. C'est logique, c'est implacable. Hein, ça passe tout seul. Le test de marche, les gaz du sang, bah, comme je l'ai marqué, c'est 2 références, donc ça permet de savoir d'où on part. Et puis bilan de terrain, bah, évidemment il fume, hein, donc là c'est le moment de dire qu'il peut arrêter de fumer en l'envoyant à la consultation anti-tabac. Bilan lipidique, bilan à jeun, glycémie à jeun, bah là on est dans la maladie athéromateuse, des facteurs de risque cardiovasculaires, hein, c'est assez logique. Et puis bilan stomatologique ORL selon l'état bucco-dentaire, selon le terrain éthylique pour chercher un cancer ou pas. Question 4. Quels sont les principes de la prise en charge de ce patient dont le diagnostic est confirmé? Le VMS est à 51%. Quand on lit ça, on voit bien le truc qui est téléphoné pour dire, bah voilà, 80%, 50%, 30%, classification mondialement reconnue de Gold, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Votre patient, 51%, c'est un stade 2 de la classification de Gold. Quels sont les principes de traitement d'un patient atteint d'une BPCO stade 2 de la classification de Gold? Voilà la question qui est posée. Et donc la réponse, elle est très simple. Il y a 2 mesures qui augmentent la vie dans cette maladie. C'est d'arrêter de fumer et de mettre de l'oxygène quand c'est indiqué. Donc là, si vous n'avez pas de data sur les gaz du sang, vous pouvez toujours dire qu'il vous faudra les gaz du sang pour décider ou non d'oxygénothérapier le patient en long cours. Alors que si vous avez les gaz du sang qui vous montrent une PO2 à 60, bah à ce moment-là, il n'y a pas d'indication d'oxygène. Hein. Mais bon, les mesures fondamentales, les voilà. 80% des points. Vaccination, 100%. Éducation, on reglisse le sevrage tabagique. Les traitements dangereux, savoir prendre un traitement inhalé, reconnaître les critères de gravité d'une dégradation, prévenir quand on va moins bien. Fondamental, mais ça vous l'oublierez pas parce que vous n'avez pas grand chose à dire, c'est la kiné respiratoire et motrice. Le soutien nutritionnel adapté, un gros, il faudra le faire maigrir, un maigre, il faudra le faire grossir. Et on arrive au traitement anecdotique, je le dis tout bas, parce que c'est anecdotique, et vous voyez que ça ne cote pas de points dans ma conférence, donc c'est que ça a un sens, c'est qu'on s'en branle, et que ça ne change pas grand-chose, passez-moi l'expression, et donc par conséquent, les traitements bronchodilatateurs
et les traitements de longue durée d'action sont des traitements symptomatiques. Ça ne changera pas l'évolution de la maladie aujourd'hui. C'est pas nul comme effet, mais c'est moins important que ces fondamentaux-là. Et donc, si on essaye de résumer, recommandation pour l'oxygénothérapie, c'est PO2 inférieur à 55 en air ambiant sur 2 mesures à au moins 3 semaines d'intervalle. Maintenant, ça a été un petit peu homogénéisé. C'est au moins 3 semaines d'intervalle chez un patient à état stable. 2 mesures des gaz du sang en air ambiant. Bien sûr, en air ambiant. Soit la PO2 est inférieure à 55 et on est bon, soit la PO2 est inférieure à 60, plus une complication parmi les 3, que sont le SAS, les désaturations nocturnes, l'HTAP, non pas l'HATP, et la polyglobulie. Les examens qu'on a vus tout à l'heure. Écho-cœur, NFS, polygraphie ventilatoire en cas de point d'appel chez le patient obèse. On voit bien les interconnexions qu'il peut y avoir. Là, c'est directement tiré du CEP. Vous avez la classification de Gold. 1. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'on a réduction des facteurs de risque, vaccination anti-grippale, on est dans la prévention, on est dans le 100%, on est dans la nutrition, on est dans le soutien neuropsychiatrique, enfin neuropsychique, disons, dans la vaccination, dans l'arrêt du tabac, dans le contrôle des foyers stomatologiques et dans la kiné respiratoire. Et puis après, c'est vrai que vous avez le droit à tous les stades de proposer un bronchodilatateur de courte durée d'action. Voilà, ça vous avez le droit. Voilà, le traitement du symptôme, hein, l'image de la crise d'asthme. J'étouffe, j'ai du mal à monter l'escalier. Allez, un petit coup de bêta-2 mimétique ou d'atropinique. Et puis ensuite, dès le stade 2, notre patient, vous avez le droit à un bronchodilatateur de longue durée d'action. Et puis ensuite, pour les stades 3 de la maladie, bizarre, il manque des barres là. Vous avez le droit de mettre des stéroïdes inhalés. Déjà, c'est des stéroïdes inhalés, et c'est que dès le stade 3. On voit bien que le stéroïde ne fait pas la base du traitement de la maladie BPCO. Contrairement à l'asthme, c'est l'inverse. Et puis ensuite, vous avez les patients les plus graves, qui sont anecdotiques, comme le patient dont on parlait dans le dossier précédent. Voilà pour le traitement de fond de la BPCO. Vous avez cette radio de thorax, il tousse depuis 2 mois. Que se passe-t-il? Un peu d'aplatissement des coupoles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces. Petite horizontalisation des côtes. Probablement un peu de distension. Et puis cette lésion là. Hein, je vais vous effacer les côtes. Mais il y a cette lésion manifeste. Ici. Magnifique. Qui ressemble à un bon vieux cancer, une opacité sans bronchogramme aérique, homogène, à limite floue, non calcifiée. Donc tous les critères de malignité. Opacité homogène sans bronchogramme aérique, para-iliaire gauche, spiculé non calcifié, hyperclarté, je vous ai dit, distension thoracique avec l'aplatissement et les espaces intercostaux. Hein. Pas de lésion pleurale, pas de lésion médiastinale. Voilà les anomalies qu'on voit sur cette radio de thorax. Quel signe de malignité des nodules recherchez-vous? Bon, la réponse est simple. Hein. On cherche des sujets qui sont en âge d'avoir des cancers, 45 ans, hein. Sujet jeune. Hein. Des tailles de plus de 2 cm, de mémoire plus de 2 cm, 70 à 80% de malignité. Hein. Des contours lobulés ou spiculés, un tabagisme, une vitesse de doublement rapide, donc ça c'est fondamental, et l'absence de calcification. Quand il n'y a pas de calcification, ça veut dire que c'est probablement pas un granulome. Alors quand c'est qualifié, c'est que c'est probablement calcifié, c'est probablement un granulome séquelaire. Et ça, c'est quelque chose qui est universel dans les bouquins et dans les enseignements de pneumologie, que ce soit en DCEM, dans les facultés. Il faut connaître ces critères de malignité, ça peut tomber, et le CEP insiste là-dessus. Est-ce qu'il y a des critères ou non malignité? Vous voyez qu'on les retrouve. Alors voilà, dans le CEP, ils mettent 50 ans. Vous avez vu que dans le cours de la fac de Paris 5, c'était plutôt 45. Du tabac, de la taille, hein, plus d'1 cm, plus de 3 cm++. Donc là, on avait 2 cm.
Mais bon, c'est intéressant. Contour spéculé, polylobulé, irrégulier. Augmentation de taille, c'est le temps de doublement qui a été évoqué. Pas de classification. Et là, ce qui est rajouté, c'est le TEP scanner, qui est un examen déterminant de l'analyse des nodules pulmonaires. Quand ça fixe, c'est évocateur. Quand ça fixe pas, c'est plutôt rassurant. Donc cet arbre-là et ce tableau-là, il me paraît déterminant parce qu'on voit bien se profiler deux dossiers. Celui chez qui il va falloir faire un bilan et qui va avoir un cancer, et chez qui on va plutôt surveiller. Alors ça, je pense que c'est clairement du grand standard recommandé. Ça, c'est plutôt plus difficile comme décision. C'est plutôt des discussions dans le cadre d'un dossier. On trouvera un nodule en fin de dossier. Quels sont les critères de malignité du nodule chez ce patient qui a fait un infarctus? On trouve un nodule pulmonaire. On évalue la malignité. Qu'est-ce que vous proposez? Une simple surveillance. Quel bilan prévoyez-vous? Donc, on est dans le bilan de nodule. On est dans le bilan de nodule suspect de cancer. Et donc, deux examens majeurs, fibro-TDM, qui vont permettre de faire du diagnostic, mais déjà aussi de l'extension. Et c'est une des idées de cette question, c'est de vous apprendre quel peut être le bilan d'extension d'un carcinome bronchopulmonaire suspecté. Et donc, la réponse attendue, c'est donc un bilan diagnostique. Je vous ai dit, la fibro. La fibro, c'est fait pour faire des biopsies et rechercher avoir de l'histologie. Alors que le TDM thoracique, c'est fait pour guider la fibroscopie. Et puis vous avez votre bilan d'extension qui va être complété par un TDM thoracique et un TEP scanner. Et bien c'est extraordinaire parce que vous cherchez à faire en fait de la TNM. Et pour ça, vous allez avoir 4 examens. Évidemment, c'est pas très beau. La fibro, le TDM du thorax, le TDM, il en manque un, le TEP et le TDM cérébral. Et là aussi, le petit clin d'œil, cabinet de pneumologie. Donc là, il manque, excusez-moi, le TDM cérébral. Très probable carcinome pulmonaire. Bilan d'extension, TDM thoracique injecté, TEP scanner, TDM cérébral. Sachant que le TEP scanner fait l'extension métastatique en dehors du cerveau. C'est pour ça qu'il y a le scanner cérébral, on va y revenir plus tard. Et d'emblée, il faut se projeter sur une opérabilité. Le patient est-il opérable ou non? Peut-on l'endormir et lui retirer un morceau de poumon? Des EFR qu'on a déjà fait dans le cadre de la BPCO, une consultation d'anesthésie, une scintigraphie, ventilation-perfusion et éventuellement une écho du cœur. S'il y a des signes d'appel, une coronarographie. Et donc, on a un petit commentaire. Le TEP scanner, on capte le FDG posé sur un sucre, enfin c'est le fluoroglucose, donc c'est du sucre marqué qui est capté par les lésions tumorales. Donc là vous avez une lésion tumorale scanographique qui fixe et qui a un hypermétabolisme, c'est la même de profil. Donc on voit bien la concordance entre une scintigraphie et un TDM thoracique. Ça, c'est la présentation thoracique. Ça, c'est la présentation scintigraphique qui permet de voir qu'il y a des fixations physiologiques, la vessie, les voies urinaires avec les deux reins. On ne voit pas les nez, c'est dommage, on ne les voit pas en rétro-postérieur, mais vous pouvez avoir les images comme ça vers la vessie. Et puis, on voit le myocarde qui commence à apparaître ici quand on se rapproche en antérieur. Et vous pouvez avoir toutes les images du myocarde et le cerveau. Ça, ce sont des fixations qui sont physiologiques. C'est extraordinaire votre conférence, Raphaël, parce que vous avez une explication d'imagerie que les autres n'ont jamais. Ça. Et puis là-dedans, vous avez, boum, dans le poumon, ce nodule hyperfixiant, qui est celui-ci d'ailleurs, et qui est clairement isolé, puisque vous voyez que dans le médiastin, il n'y a pas de fixation. Il n'y a pas de fixation susclaviculaire. Il n'y a pas l'air d'avoir de métastase sur l'axe rachidien ou osseux. Le foie donne une pénombre, mais c'est assez usuel, et ce n'est pas une métastase. Si on devait classer ce patient, il serait TX, on pourrait mesurer, elle doit faire 1 ou 2 cm, donc il serait T1, N0, MX, parce que là, vous n'avez pas le scanner cérébral pour dire qu'il est M0. Donc la scintigraphie, c'est utiliser le FDG. La limite, c'est 7 mm. Bon, traditionnellement, on dit qu'en dessous de 10 mm, ce n'est pas interprétable, il y a des faux négatifs.
Au-dessus, quand c'est négatif, c'est rassurant. Attention, si le patient a un diabète déséquilibré, ça pourrait être un moyen de faire de la diabétologie en disant voilà, le patient a un diabète, on est embêté, on est obligé de repousser le TEP scanner. Quelles sont les mesures que vous prenez pour équilibrer le diabète dans le mois qui vient? La sensibilité à la spécificité, vous voyez qu'elle est quand même excellente. Hein. Et elle est surtout très sensible, mais ce n'est pas très spécifique parce qu'une infection, ça fixe. Ce bilan ne retrouve aucune lésion, définissez le stade de la maladie. Bon, on l'a déjà fait un petit peu, puisqu'il n'y a pas de lésion, c'est un T2, N0, M0. D'accord? Et c'est un stade 1B. Bon, c'est pas dingue, c'est vraiment scolaire. Et là, il faut que vous appreniez la TNM. Donc là, quand vous voyez arriver cette diapositive, vous vous dites, oh putain, quel enfer. Donc le but, c'est de vous montrer que la nouvelle TNM 2009, elle a été intéressante parce qu'elle a dit les T1. Les T1 sont des tumeurs qui font de 1 à 3 cm. Les T2 sont des tumeurs qui font de 3 à 5 cm. Et les T3 sont des tumeurs qui font de 4 à de plus de 5 cm. Les patients ils se sont rendus compte parce que globalement, ça c'était la survie des patients sur les stades 1, T1, T2, T3 tels qu'ils étaient définis avant. C'est-à-dire moins de 2 et plus de moins de 3 et plus de 3 pour les T2. Et quand vous regardez en fonction de la taille, eh ben vous vous rendez compte que les tumeurs de plus de 5 cm se comportent plus comme des anciens T3. D'où l'idée de dire que quand tu fais plus de 7 cm, tu deviens T3. Bon, ça c'est la première chose qui a changé. C'est que maintenant, dans la TNM, 1 à 3 cm, c'est du T1, 3 à 5, c'est du T2, et plus de 3 à 7, c'est du T2, excusez-moi, j'y arrive pas, et plus de 7, c'est du T3, et c'est du T3 parce que les tumeurs de 7 cm avaient la même survie que les tumeurs T3. C'est logique. Quand vous faites plus de 7 cm, comment vous voulez pas que 7 cm, ça vienne pas bouffer la paroi, lécher le médiastin, et donc on est plus proche d'une tumeur T3 que d'une tumeur T2 sur une coupe scanographique. L'autre chose, et c'est le grand changement de ce truc-là, c'est que quand vous avez un cancer ici, si vous avez un nodule dans le même lobe, ça devient un T3. Si vous avez un nodule dans un lobe différent du même poumon, ça devient un T4. Et si vous avez un nodule dans le lobe contralatéral, ça reste une métastase. D'accord? Le reste est logique. Plus vous allez envahir les parois nobles, plus vous allez être de T1 à T4 vers le médiastin en passant à T3 pour la paroi. Les détails sont importants, il faudra les connaître l'année prochaine, mais c'est l'esprit qu'il faut comprendre. Le staging N n'a pas changé, c'est facile. Vous avez deux poumons, un axe trachéal avec un médiastin au milieu, une tumeur ici. Tout ce qui est homolatéral gauche, c'est N1 dans le médiastin. Tout ce qui est central sur l'axe, c'est 2. Tout ce qui est controlatéral, dans le médiastin contralatéral ou le HIL controlatéral, c'est 3. Hein, c'est ce qui est expliqué là-dessus. Vous avez ça dans tous les bouquins. Et ça n'a pas changé. Importance des stades 2, N2 en clinique. On voit bien qu'il y a une grande différence de survie entre N0, N1 et N2, N3. Et donc, un des problèmes thérapeutiques, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces patients qui ont une tumeur, par exemple ici, et un ganglion sous-carénaire, les N2. La survie des N2 est quand même nettement moins bonne et la prise en charge est plus délicate. Et puis on voit, je vous ai mis cette dia pour vous rappeler que ce que vous faites quand vous faites un staging TNM initial de la maladie, c'est de la clinical TNM, mais que vous avez le droit d'avoir de la pathological TNM, la TNM faite sur les données histologiques, et que la pathological TNM, et ben si on part sur un CT0, N0, comme ici, qu'on devient T2, N1, M0, et ben ma survie, rien qu'en devenant N+, PN1, elle baisse grandiosement. Et ça va justifier une attitude thérapeutique consensuelle aujourd'hui, qui est de dire que quand on devient PN+, on fait de la chimiothérapie adjuvante, et si on a des ganglions positifs, même en préopératoire, qui fixent sur la patte, on prévoira un traitement adjuvant. Les métastases, pas grand-chose à changer, si ce n'est qu'on a dit que quand on avait le nodule controlatéral ou de la plèvre, c'était des métastases pleuropulmonaires M1A, et quand on a des métastases dans les surrénales, dans le foie ou alors dans la tête, on est M1B. Bon, ça reste du M1, quoi. Quel schéma de traitement proposez-vous à M. Kerr? Donc c'est un stade 1, donc il faut lui proposer une pneumonectomie gauche
parce que la lésion est proximale, mais il faut lui proposer une chirurgie carcinologique première avec un curage ganglionnaire. Hein. Donc on retire un poumon et les ganglions de drainage qui vont avec homolatéraux, médiastinaux et hilaires. Et tout ça est envoyé en anapathe et on passe donc d'une CTNM où ce patient est 0 ici puisque ça ne fixe pas. Et en PTNM, il peut rester PT2N0 ou PT2N1. Et à ce moment-là, ça change quelque chose puisque ça, c'est une indication de chimiothérapie adjuvante. Et pour le moment, on part sur une chirurgie et on réévalue dans un deuxième temps si le patient est devenu N+, une chimiothérapie adjuvante et la chimiothérapie des carcinomes non petites cellules, bah, c'est 2 drogues qui sont variables en sachant que c'est platine ici, toujours, comme dans les petites cellules, et qu'au-dessus, bah, ça varie en fonction des maladies. La tendance quand même est à dire que là, quand on a un adénocarcinome, on fait de la LIMTA. C'est une confriche, vous le saviez. Donc ça, c'est le nouveau tableau de traitement de la BPCO, des cancers pulmonaires non petites cellules. Bah, c'est facile. Quand c'est le feu vert, et c'était notre patient qui était T1B, qui était ici, et donc notre patient est opérable d'emblée. Ça, c'est de la chirurgie. Ça, c'est des patients qui ne seront jamais opérés. Ça aussi. Et là, vous avez des patients, et vous voyez bien qu'on peut caser les T4, parce qu'en T4, tu peux être T4 parce que tu as un nodule ici, en plus de ta tumeur là. À ce moment-là, on peut discuter de faire une chimiothérapie première, puis une résection de ce lobe, et après éventuellement de la radiofréquence. On est dans les trucs surspécialisés. Globalement, vous allez voir, donc ça, ce tableau est à connaître, que dans le CEP, et je vous invite à connaître ce tableau, on vous donne les grands cancers caricaturaux, stade 1 et 2. Quand on est N0 ou N1, traitement local. À une maladie locale, on répond localement. C'est ce qu'ils essayent de vous expliquer. Et puis, il y a des maladies plus avancées, c'est la problématique des N2 dont je vous parlais. Globalement, on propose une chimio première, c'était les bleus de notre truc, et en fonction de la réponse, on propose un traitement local qui peut être de la radiothérapie ou de la chirurgie. Et puis, il y a les cancers non avancés, les stades 3B, c'était les roses et éventuellement les stades 4 chez nous, qui nécessitent de la chimiothérapie ou alors de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Je trouve ce tableau très bien fait sur 4 situations caricaturales qui pourraient tomber. Avec ici, n'oubliez jamais, tu passes d'un N0 à un N+, en PTNM. À ce moment-là, c'est une chimiothérapie adjuvante. C'est un grand standard de soins. C'est très important. Les diapositives qu'on vient de revoir, il faudra les revoir et les revoir. Il ne faut pas s'en lasser parce qu'elles sont vraiment très très importantes. Question 10, si votre bilan d'extension et préopératoire avait été le même et que vous ne disposiez pas de preuves histologiques, qu'est-ce qu'on aurait pu proposer aux patients? Eh bien, en gros, il y a 3 façons de voir les choses. On dit ce patient a un T2, N0, M0, c'est un stade 1B, il est opérable. Donc, c'est une tumeur localisée résécable en termes de résécable, en termes de carcinologie, et le patient est opérable. Et ben, de toute façon, si on le biopsie que c'est positif, on va aller à la chirurgie. Si on le biopsie que c'est négatif, on va aller à la chirurgie diagnostique. Et ben voilà, on fait la chirurgie première. Puis il y a des gens qui ont tendance à dire, bah non, on fait une biopsie sous scanner, ou on peut faire une biopsie transtrachéale. Hein. La lésion était assez proche. Pouf, on va biopsier à travers la trachée ou à travers la bronche souche la masse ganglionnaire ou la tumeur. Petite discussion difficile. Globalement, le sujet est ici de vous dire que les cancers à non petites cellules, c'est 1, 2, 3. Un diagnostic histologique, ça repose essentiellement sur la fibroscopie. Que le bilan d'extension de ces maladies-là repose sur 4 examens pour faire une TNM. Et que ces 4 examens, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est la fibro, le TDM du thorax, le TEP et l'imagerie cérébrale injectée.
D'accord? Avec ça, on arrive à faire une TNM que vous m'apprenez par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. C'est très important. Et selon la TNM, vous déduisez un traitement, soit en apprenant le tableau que je vous ai appris, soit en apprenant les 4 situations caricaturales, localisées, opérables d'emblée, extension médiastinale justifiant un traitement premier et une réévaluation pour un traitement local derrière, maladie trop étendue, c'est-à-dire N3 pour dire bah voilà, c'est foutu, on ne pourra jamais opérer le patient, on fait de la radiochimio, ou les stades 4 métastatiques, où on est plutôt dans le traitement d'une maladie générale, c'est-à-dire par la chimiothérapie palliative. Et enfin, sur la BPCO, la définition, une BPCO, c'est des symptômes de bronchite avec un TVO non réversible aux EFR, 200 ml, et plus 12%. Arrêt du tabac oxygène sont les 2 mesures majeures. Un bilan initial simple avec une radio, des EFR et des examens qui vont prescrire éventuellement de l'OLD. C'est eux qui feront les points. Prévenir les complications, limiter le handicap, la réhabilitation, la vaccination, le 100%, la kiné, la nutrition à mettre avant les traitements bronchodilatateurs qui sont moins importants. Voilà, cette conférence de DCEM3 est terminée. C'est le dernier dossier, gros dossier, nodule pulmonaire, tumeur du poumon, BPCO, insuffisance respiratoire. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce cycle de conf et donc rendez-vous dans 1 an ou 2 pour les nouvelles, en espérant que cette fois-ci on aura 4 confs pour faire plus profondément plus de choses.